Good morning. Okay, I think we've got two of you now, so that's good. Morning, both. We can just check your sound and everything. You can hear me okay? Alors, Dem, ça va? Oui, ça va, bonjour. Babacar. Oui, bonjour, les activités. Oui, ça va, on va très bien, merci. All right, ok. Alors, laisse-moi faire une chose. Je suis en train de... Je vais changer mon fond d'écran là pour mettre le logo. Ok. All right, je reviens. Je vais nommer, annuler. Hi, Natalie, you there? Morning, it's Beth today. Nat's on the other one. Beth, good to hear you. I'm not... Yeah, I hope you're excited. We're all very nervous. I'm sure it'll be fantastic. Yeah, it will be okay. I have no doubt about that. Yeah, perfect. Do you know if the others are okay connecting? I think we're waiting for who are we waiting for? Yeah, we're waiting for two more, aren't we? So Maddie and Alpha, do you know if they're okay connecting? Well, let me check. You know, we have too many messages, and that is why, I mean, some of them are a bit maybe confused with tell me, how can I change the background of my screen? Can I do it here? Yeah, you should be able to go into your settings. So if you've got your Zoom screen open, you can go on your settings. The settings, where the settings are. I mean, I see settings on which side? Let me think. It'll either be on the top right, there should be a little wheel, or where it says start video, you can click on the little arrow next, and there should be choose background. Okay, I see, I mean, video, I see settings of the video. It should say, so if you hover over the arrow. I see, okay, where can I get can you send me back the background so that I put it right now? Yeah, of course, yeah. Send me the image. Yeah, no problem. I have it on my laptop, but not, and I'm using another computer. Yeah, no, that's fine, don't worry. Yeah. I'm also just adding in the Zoom link to this session if the others need it. So you can copy and paste that straight over to them if needed. Yeah, I'm just conscious that they haven't joined yet. They haven't joined, maybe they're, I mean, struggling with the different emails. Yeah. Even myself, I've been trying different, I mean, links to join. I don't know which one allows me to be the moderator. Yeah, no, there's a lot of different ones going on. Let me just find this. Is it sent? Yeah, it should be coming to you in a second.
So in case I have any problem, please you switch with the questions, okay? Yeah, no problem. I'm still waiting to see it. Okay, it's gone out of the inbox, the outbox, so it should be with you in a second. Okay, let me check your phone mail. Okay, I have your mail with your background. I'm going to download it. Where is the... Yeah, I've also sent the link again to Maddie and Alpha, but if there's any way you can WhatsApp them or anything, that would be quite useful just to check they're okay joining. Okay, let me... I think I'm okay now. Can you check if my video now is showing my background? Yeah, that's perfect. Wonderful. Yeah, brilliant. I think that we need to have more light because your background is a bit dark and your face is not showing clearly. Okay. Maybe if you have more light in the place where you are, it's going to be perfect. Is it better now? A bit better, but you still need more. Okay. Let me check how But it's fine, huh? It's fine. If you don't have more light, it's fine. You are visible. Well, I'm trying to see myself. Wow, no, it's a background. In fact, it's a background. Hey, it's too dark. But anyway, we're going to manage. Let me call the other one. I think that they are struggling with the emails. Yeah, I think we've got Alpha joined now. And I've resent the link to Maddie as well. Just a plain email with the link to make it easy to understand a little bit better. Did you copy me? No, I didn't. Yeah, I mean, because I mean, Maddie is not
IT expert. I mean, his IT support guy will be helping. Okay, no problem. Let me send this again. Okay. Okay. Let me send it to Eric. There is a background noise. I don't know from where. Oui, bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. On vient de te renvoyer le lien. On vient de vous renvoyer le lien pour vous connecter. Oui, allô? Bonjour Alpha, tu es là? Oui, je suis là. Ah, très bien. On attend M. Madi. OK. Qui apparemment a quelques problèmes pour se connecter. Okay, I think we'll probably get started if Maddie's going to be joining us shortly. So yeah, we can probably get started if you think that's okay, Abubakar. Okay, thank you, thank you. I think we can start. I mean, Maddie will be joining us in a few minutes because I spoke to him. He's about to join. Okay, perfect. Thank you. Okay, now we switch to the French because this is a French session, right? I hope you will be able to follow. Yeah, no problem. Alors, bonjour tout le monde. Merci de participer à cet événement Remit One dédié aux innovations dans le secteur du transfert d'argent et des paiements. Dans cette session, nous allons parler des envois de fonds à l'ère de la pandémie, les obstacles et les opportunités. Je m'appelle Ababakar Sek, je suis le directeur Afrique de Remit One et je suis le modérateur de ce panel. Nous avons 1h15 pour discuter du thème
et nous allons organiser la session de cette manière. Nous passerons une quarantaine de minutes pour faire le tour des questions qui seront adressées aux panélistes. Et ensuite, nous allons recueillir les questions des participants et nos panélistes auront bien l'amabilité de répondre à ces questions pendant une vingtaine de minutes. Merci pour les participants de pouvoir envoyer vos réponses dans le lien en bas. Donc, vous avez un chat box en bas. Vous pouvez nous envoyer vos questions et autres suggestions que nous regrouperons afin de les passer après aux panélistes à la deuxième partie de la session. Alors, avant qu'on ne commence, je vais juste en fait présenter un peu Remit One qui organise cet événement. Remit One est une fintech anglaise qui est reconnue pour être un fournisseur de plateformes de transfert d'argent, de solutions et de services autour de ce métier. Alors, nous aidons les grandes entreprises, tout comme les startups, à se développer sur le marché avec nos différents services, ce qui leur permet non seulement d'avoir des plateformes appropriées, des plateformes de dernière génération, mais aussi d'avoir les connexions qu'il faut et les licences et autres comptes bancaires afin de les permettre de bien opérer partout dans le monde. Alors, je m'en vais introduire maintenant nos différents panélistes. Nous avons M. Madi Ouedraogo, M. Alpha Mamadou Diallo et M. Ababakar Dem. M. Ababakar Dem est le directeur du développement international de la société OPay. Actuellement, il est basé au Kenya. M. Dem a une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie du transfert d'argent. Avant de venir à OPay, il a été directeur du développement international pour Wari, que tout le monde connaît. Il y a passé une dizaine d'années et avant Wari, il avait été aussi directeur du développement upstream de Money Express. Donc, une très longue expérience dans le marché africain particulièrement et dans les transferts d'argent. Ensuite, comme second panéliste, nous avons M. Alpha Mamadou Diallo. M. Alpha Mamadou Diallo est actuellement le directeur général de Weli Weli Transfer. M. Diallo a une dizaine d'expériences dans l'industrie du transfert d'argent. Sa société aujourd'hui est reconnue comme étant le plus grand réseau en Guinée et qui travaille avec tous les opérateurs. Il a été avant Weli Weli, il a été directeur financier de Crédit Nafa en Guinée et aussi il a beaucoup travaillé dans les services financiers avec les autorités locales. Enfin, notre troisième opérateur, notre troisième panéliste du moins, M. Madi Ouedraogo, est actuellement le directeur général de Serfin en Côte d'Ivoire. M. Ouedraogo est l'un des pionniers dans le domaine du transfert d'argent. Il a plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur. Il a été le premier représentant de Western Union en Afrique de l'Ouest avec sa société SNC. Il a fait beaucoup de choses dans le transfert et aujourd'hui, sa société Serfin, qu'il a créée depuis une quinzaine d'années, est spécialisée dans la fourniture de services financiers, dans le transfert d'argent et aussi les cartes bancaires. Je pense que j'ai essayé de résumer rapidement vos biographies. Monsieur Dem, est-ce que c'est OK? Oui, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, je n'ai pas beaucoup oublié. Ouais, on n'a pas beaucoup oublié. Je pense que c'est bon.
Merci beaucoup. Et M. Ouedraogo, malheureusement, n'est pas encore là. On va nous rejoindre par la suite. Okay. Alors, je pense que nous pouvons rapidement aller commencer avec les questions, si les présentations étaient OK. Alors, sans tarder, nous allons commencer avec la première question du thème. Donc, le thème, encore une fois, rappel pour notre audience, porte sur les envois de fonds à l'ère de la pandémie, Covid, bien sûr. Quels obstacles et quelles opportunités les acteurs ont eu dans cette période. Alors, la première question, au début de la crise, donc l'année dernière, la Banque mondiale avait prédit que les envois de fonds au niveau mondial allaient baisser de plus de 20%. C'était leur prévision. En raison directe, bien sûr, de la pandémie qui avait presque bloqué toute l'économie mondiale. Quel est aujourd'hui l'état actuel du marché africain pour vous? Est-ce que les envois de fonds intra-africains ont augmenté ou diminué en cette période? Je pose la question donc à M. Dem pour démarrer et ensuite M. Alpha pourra apporter aussi ses éclairages. Merci beaucoup, Ababakar. Bonjour à tous, je m'appelle Ababakar Dem. Comme Babakar, mon homonyme l'a bien dit au départ. Je suis directeur du développement international pour OPEI. OPEI est une société qui a été créée par le groupe Opera en 2017 au Nigeria. Les opérations africaines ont démarré par le Nigeria et aujourd'hui, on est dans 3 pays, le Nigeria, l'Égypte, où j'étais l'année dernière, et le Kenya, où je suis en ce moment. OPEI est une société qui a toutes les licences dans le paiement qui sont requises par la Banque centrale du Nigeria, le CBN. Et aujourd'hui, on opère une licence de Mobile Money Operator aujourd'hui au Nigeria. Et je suis au Kenya aujourd'hui pour mettre en place la structure et développer le online acquiring business. Donc, pour revenir à la question, je pense qu'il faut déjà qu'on contextualise la question. Le contexte l'année dernière, en 2019, je veux dire, c'était un global remittance qui se chiffrait à autour de 600 milliards de dollars. C'était ça l'asset du remittance international, en tout cas, que les migrants envoyaient dans leur pays d'origine. On ne peut pas parler de remittance, on ne peut pas parler de transfert d'argent sans parler de migrants. Il est extrêmement important de relier ces deux entités parce qu'aujourd'hui, ce sont les migrants qui travaillent dans les pays d'envoi et qui soutiennent leur famille dans les pays de réception. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas parler de migrants quand on parle de transfert d'argent. Donc, les migrants envoyaient autour de 600 milliards de dollars dans le pays d'origine, ce qui représente une énorme masse financière dans les pays de réception. Et dans certains pays, la manne financière reçue du transfert d'argent est même supérieure à l'aide publique au développement. Et dans certains pays, ça représente jusqu'à 10% du PIB, du produit intérieur brut de ces pays-là. Et donc, c'est extrêmement important, c'est une masse financière extrêmement importante qui impacte le GDP des pays de réception. Donc, ce qui s'est passé en 2019, il faut qu'on essaie de faire la part de chaque opérateur, c'est-à-dire les acteurs du moins. Il faut qu'on définisse qui sont les acteurs et ensuite qu'on définisse comment la pandémie a impacté chacun des acteurs. Alors, aujourd'hui, dans le transfert d'argent, on a 4 grandes entités. On peut le segmenter les différents opérateurs en 4 grandes entités. La première entité sont les MTO, les Money Transfer Operators, les classiques. Western Union, MoneyGram, BIA, ce sont les classiques qui basically font du cash to cash.
Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les institutions financières, les banques en général. Tout ce qui est institutions financières, banques, ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, ce sont les start-upers qui viennent impacter le marché, qui sont très digitaux et qui sont basés sur l'innovation. Et on peut parler du quatrième groupe qui est les blockchains. Donc, ces trois groupes d'opérateurs ont été impactés, mais de façon différente. Ils ne sont pas impactés de façon linéaire par la COVID. Et donc, si on regarde les MTO, on considère aujourd'hui que la majeure partie d'entre eux ont été, les MTO, les sociétés de transfert d'argent classiques, ont été impactés parce que dans les pays d'envoi, le réseau, le cash-to-cash qu'utilisaient les migrants pour faire leurs envois, ces réseaux-là ont été fermés. L'ensemble des points de vente dans les pays d'envoi, 90% d'entre eux, en tout cas, n'étaient plus accessibles pendant un certain moment. Ce qui fait qu'ils étaient vraiment impactés par la pandémie. Ça, ce sont les acteurs money transfer, cash to cash. Ensuite, on peut parler des institutions financières. Les institutions financières ont des volumes d'activité qui n'ont rien à voir avec le transfert d'argent. Et donc, ils n'ont pas été impactés de la même façon que les money transfer operators. Et ensuite, le troisième groupe, qui est le groupe des start-upers. Quand on parle des start-up, on parle de WorldRemit, on parle de TransferWise, on parle de Remitly. Ce sont des sociétés qui sont basées sur l'innovation. Et ces sociétés-là ont été impactées, mais positivement, par rapport aux sociétés qui sont basées sur le cash-to-cash. Positivement dans le sens où le migrant qui ne pouvait plus se déplacer pour aller dans un point d'envoi a pu télécharger une application et a pu utiliser des moyens digitaux de paiement pour faire son envoi. Et son bénéficiaire a pu recevoir son envoi. Et donc, les différentes entités qui composent aujourd'hui le transfert d'argent, quand on parle d'envoi de fonds global, ces différentes entités n'ont pas été impactées de façon linéaire. Donc, les sociétés de transfert d'argent dont l'activité traditionnelle était de faire du cash-to-cash, le migrant se déplace sur le point d'envoi pour faire une transaction de $50, $100, $20, et ensuite, le bénéficiaire va se déplacer sur un point de réception pour recevoir de l'argent. Ce qu'on appelle le traditionnel cash-to-cash a été impacté, mais impacté de manière assez forte. On n'a jamais eu un impact aussi important ces 10 dernières années. Le premier impact sur les transferts d'argent qui avait drastiquement fait chuter les remittances, c'était en 2009 et c'était maximum 5 à 6%. Aujourd'hui, la Banque centrale parle de 20%, mais finalement, l'impact n'aura pas été aussi important que ça parce qu'en fait, les sociétés ont été très résilientes pendant la pandémie en 2020 et aujourd'hui, la Banque mondiale a revu ses prévisions à la baisse. On parle plutôt d'une baisse de 14% en 2020 et une baisse de 6% en 2021. Maintenant, il est un peu difficile de faire des projections au-delà de 2021 parce qu'en fait, on a vu aujourd'hui la structuration de la pandémie, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'évolution de la pandémie. Et espérons-le, avec l'avènement des vaccins et la reprise mondiale qui est constatée aujourd'hui, que le trend des transactions dans le remittance va reprendre progressivement. Mais globalement, ce qu'on peut en retenir, c'est que l'impact a été assez dur aussi bien pour les migrants qui avaient perdu, part of them a perdu son emploi. Certains d'entre eux ont perdu une part de ses revenus et la plupart des sociétés de transfert d'argent qui étaient dans le cash-to-cash n'ont pas pu encaisser le coût du fait que le réseau cash n'a pas pu être accessible par les migrants. Et finalement, on est tombé dans une baisse de 14% en 2020 au lieu des 20 à 25% prévus par la Banque centrale. Et en 2021, on est en train d'aller vers une baisse de 6%. Ce qui fait que, globalement, dans le remittance, il y a eu une résilience qui a fait que certaines sociétés, les start-upers, comme je les appelle, ont été positivement impactées
il y a certains d'entre eux qui ont eu des chiffres de plus de 60 à 70% de increase sur le volume d'activité qu'ils avaient avant la pandémie. Merci beaucoup, M. Dem, pour ces éclairages. M. Diallo? Oui, ok. Moi, je me nomme Diallo Alpha Mamadou, je suis le directeur général de Velueli Transfert, une société de transfert d'argent qui a été créée en 2011, qui est l'un des premiers focalisateurs de transfert formel en Guinée, parce que avant 2011, il n'y avait pas une licence qui était dédiée au transfert d'argent. Monsieur Adem a cité les quatre facteurs importants dans ce secteur de transfert de fonds. Mais nous, à Velueli, on est directement dans le transfert classique, c'est-à-dire du transfert à cash to cash. Pratiquement, nous, en Guinée, nous avons assis nous à s'adapter durant cette pandémie. Et bon, de façon générale, nous avons remarqué une hausse au niveau du cash to cash. De façon générale, les banques classiques avaient du mal à gérer à leurs clients pour faire des opérations d'envoi et de retrait. Mais par contre, avec RIA, nous avons remarqué une hausse importante parce que RIA est interconnecté avec les Remitly, PayPal, Zoom et autres. Donc, cette hausse est due à notre stratégie d'adaptation et d'innovation, c'est-à-dire d'innovation. Nous avons essayé de façon innovatrice, essayer de développer les transferts de proximité, c'est-à-dire au lieu que le maximum de nos opérations se font dans nos agences, nous avons essayé de façon générale de développer des transferts de proximité en nouant des partenariats avec les supermarchés, les stations d'essence-gérie. Donc, on était vraiment plus proche du client et cela nous a beaucoup permis d'accroître notre chiffre d'affaires et surtout aussi d'augmenter notre portefeuille clientèle. Donc, par contre, le cash to cash en Guinée, de façon générale, a été plus intéressant en dehors des banques que dans les banques, parce que les banques avaient vraiment du mal à gérer avec la distanciation sociale qui était là. Donc, nous à Velueli, on est passé de 300 points de vente à 2000 ou 2000 et quelques points de vente à travers le pays et cela nous a vraiment permis d'accroître le chiffre d'affaires de façon générale. Donc, par rapport à cette question, je pense que cette remarque que j'ai ajoutée. Merci beaucoup. En fait, beaucoup d'enseignements. Les enseignements sont différents et les situations, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, de voir pour les différents acteurs comment les choses ont évolué. Pour enchaîner avec les autres questions, la deuxième, pour vous, pendant cette période, quels ont été les principaux défis de votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes là où on devait être en termes de reprise? Les principaux défis durant cette pandémie étaient surtout pour ce qui concerne à la propagation du coronavirus. Au début, on était vraiment bouleversés. Et chacun, à la proximité, n'était pas du tout. Chacun fuyait l'autre et pratiquement les gens évitaient d'aller au boulot.
Mais nous avons su nous adapter en développant le télétravail, c'est-à-dire au lieu qu'on se déplace dans nos bureaux, on restait à la maison en faisant du télétravail. Et par contre, avec le réseau qu'on cherchait à développer parallèlement en dehors de nos agences, nous apportait beaucoup plus. Et nous avons compris qu'en développant ce transfert de proximité, on allait non seulement satisfaire nos clients, mais par contre aussi, on allait aussi d'acquérir d'autres clients qui étaient focalisés dans les banques classiques, parce que nous travaillons non seulement sur le transfert interafricain, mais aussi nous représentons les grosses sociétés comme Western Union, comme RIA, MoneyGram et autres. Donc, cela a beaucoup favorisé cette augmentation du chiffre d'affaires qui était de 8 millions de dollars par mois. Aujourd'hui, on se retrouve entre 15 à 16 millions comme chiffre d'affaires mensuel. Wow, vraiment intéressant et je suis content d'entendre que vous avez pu vous en sortir aussi rapidement. Alors, Edem. Alors, pour ma part, hein, je pense que les défis peuvent être vus de manière différente. Hein. Parce qu'en fait, si on prend le défi, si on regarde les défis de manière globale, c'est différent des défis que rencontrent des sociétés de transfert d'argent comme Weli, qui sont des sociétés qui ont développé des réseaux locaux. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, nous avons face à des zones où le taux de bancarisation est extrêmement faible, où le réseau est vraiment dominé par le cash. Aujourd'hui, 90 à 95% des transactions se dénouent en cash. Et le plus gros défi auquel ces réseaux-là sont confrontés, c'est la disponibilité du cash, en tout cas. C'est l'un des plus gros défis. La disponibilité du cash, pourquoi? Parce que le point de vente qui paye les transactions, en un certain moment de la journée, se trouve en rupture de cash. Et vu le contexte de la pandémie où les banques avaient vraiment réduit drastiquement leurs horaires de travail, il est difficile parfois pour les points de vente d'aller se réapprovisionner en cash et revenir sur le point de vente pour continuer les plus gros défis pour les cash schemes où vraiment c'est du cash to cash. Ça, c'est une chose. L'autre défi, c'est pour les points d'envoi. Dans l'écosystème du transfert d'argent, vous avez toujours un envoyeur et un receveur. Et quand vous avez un envoyeur, vous avez un point d'envoi. Quand vous avez un receveur, vous avez un point de réception. Le point d'envoi, s'il n'a pas de deposit dans son wallet, ne peut pas accepter l'envoi de son sender. Le point de réception, s'il n'a pas de cash dans son cash desk, ne peut pas payer le receveur. Donc, aussi bien l'envoyeur qui devait faire son versement déposit à la banque pour pouvoir encaisser l'argent de son client, que le bénéficiaire, que le point de paiement qui doit décaisser, dénouer cet envoi-là en payant cash le receveur, tous ces deux points-là ont des problèmes, ont des défis aujourd'hui. Ces défis auxquels ils ont été confrontés, c'est de pouvoir mettre le cash à la banque ou de pouvoir récupérer le cash à partir de la banque. Mais définitivement, toutes les sociétés de transfert d'argent international qui ont su switcher sur le digital ont été moins impactées en tout cas que les sociétés de transfert d'argent aujourd'hui qui sont purement dans le cash-to-cash et qui n'ont pas pu innover comme les start-upers et mettre à la disposition de leurs clients des wallets aussi bien iOS que APK qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir se connecter et d'envoyer de l'argent. Ok. Oui. Ok. J'aimerais revenir sur les défis soulignés par M. Abakadem par rapport à l'aspect du point qui fait l'envoi et le point qui fait des paiements. Je pense que de l'autre côté, à l'international, les gens
comme il a si bien dit, je ne sais pas si nous avons la même perception, mais les gens ont su s'adapter à la technologie d'envoi via téléphone, que ce soit RIA ou Western Union ou MoneyGram. Aujourd'hui, partout où vous êtes, si vous avez une carte bancaire, vous pouvez faire des envois directement vers à la destination souhaitée. Par contre, les sociétés comme RIA sont beaucoup interconnectées avec des startups comme Remitly, comme Joom de PayPal et d'autres structures. Donc, nous avons beaucoup arrêté des paiements via RIA venant de Remitly ou venant de Joom de PayPal. Nous, la stratégie qu'on a adoptée pour avoir le cash, vous savez, nous, en Guinée, le taux d'alphabétisation est très, très faible. Donc, par contre, les gens ont du mal à utiliser ces technologies où on peut recevoir directement de l'argent, parce que même Orange Money qui fonctionne ici, les gens se font vraiment arnaquer en longueur de journée, parce que quand ils reçoivent à l'SMS, ils ne cessent pas à savoir que est-ce que le montant a été crédité, mais ils n'attendent que le message vienne pour eux. Dès que le message vient, c'est bon, l'argent est sur le compte. Par contre, il y a les arnaqueurs qui font quoi? Ils font envoyer des messages ordinaires qui n'ont rien à voir avec le message qui crédite leur compte. Pourtant, le parent se dit, OK, le message est venu pour lui, il a reçu l'argent. Donc, les gens ont du mal à s'adapter à ce genre de technologie, particulièrement en Guinée. Donc, par contre, nous, quand nous avons su cela, on a essayé de développer nos activités auprès des commerces. Aujourd'hui, c'est un commerçant qui est à côté. À les ventes qu'ils font, il y a du cash-in qu'il reçoit, mais vu l'accès au niveau des banques, ils avaient du mal à aller déposer ce montant dans les banques. Donc, pour eux, c'était l'occasion pour eux de payer des transactions de cash-out. Et nous, derrière, le moment voulu, il peut passer dans nos agences pour récupérer et aller acheter, à s'approvisionner en marchandises. Donc, c'est ce qui a beaucoup, c'est ce qui nous a beaucoup aidé, nous, société de transfert d'argent, mais aussi les commerçants qui étaient là, qui avaient vraiment du mal à accéder aux services financiers comme les banques classiques. OK. Pour ajouter à cela, Babacar, en fait, il y a juste une petite précision que j'aimerais faire. Il faut savoir que dans le transfert d'argent classique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se sont alignées et qui ont créé des plateformes qui leur permettent aujourd'hui d'être digitales. Mais il faut savoir que pour avoir un moyen de paiement, pour pouvoir utiliser ces plateformes-là, il faut avoir un moyen de paiement. Un moyen de paiement, c'est une carte Visa, une carte Master, une carte AMS, une carte UnionPay ou une autre, en tout cas, un autre moyen de paiement qui te permet de te connecter à Zoom, ou te permet de te connecter à WorldRemit, ou à Remitly, ou à RIA, ou à Western Union Digital. Donc, il faut savoir aussi que la majeure partie des immigrés qui sont dans les pays au nord ont des problèmes de papier. Et quand on a un problème de papier, on ne peut pas avoir accès à ces moyens de paiement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle l'ensemble de ces sociétés-là a des points cash, a des points de cash-in. Si vous regardez Smallwood, il y a énormément de points cash-in Smallwood, il y a énormément de points cash-in Western Union, il y a beaucoup de points cash-in RIA. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là ont compris que la majeure partie de la clientèle qui vient utiliser le réseau n'a pas de papier. Et quand on n'a pas de papier, on est payé cash. Et quand on est payé cash, on est obligé d'envoyer son argent cash. Aujourd'hui, quand ces sociétés-là se sont digitalisées, ou en tout cas ont mis des canaux digitaux à la disposition de leurs clients, mais ce n'est pas 80% ce n'est pas 100% des clients qui peuvent accéder à ces moyens digitaux-là de paiement. C'est peut-être 10% ou 15%, au maximum 25%. Donc, ce qui veut dire que 75% de la population qu'ils avaient, 75% en tout cas de la base clientèle qu'ils avaient
avant la pandémie a été complètement réduite. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les sociétés qui étaient à la base purement digitaux ont eu un increase de leurs transactions, comme WorldRemit. WorldRemit est à 100% digital, en tout cas en l'envoi. WorldRemit a pu augmenter son volume d'activité de près de 60% pendant la pandémie. Mais des sociétés comme Smallworld ou des sociétés comme Western Union ou des sociétés comme RIA qui comptaient énormément de points cash ont vu leur volume baisser. C'est en ce sens que je parle de baisse. Mais définitivement, je suis d'accord avec M. Diallo que les sociétés qui étaient à la base cash ont su s'adapter en l'environnement digital. Mais ceux qui étaient purely digital schemes comme WorldRemit ont pu avoir des hausses alors que ces sociétés-là ont eu des baisses à cause de la pandémie. Merci. On va revenir un peu à la digitalisation. C'est vrai qu'en période de crise, tout le monde doit s'adapter. Hein? Et on fait confiance à l'intelligence de toutes ces sociétés pour pouvoir, en toute situation, continuer à opérer. On va en venir. Merci pour ces éclairages. Nous allons passer à la troisième question. En cette période de Covid, bon, bien sûr, dans vos argumentaires, certains ont eu à avancer un peu là-dessus. Comment votre entreprise a été la plus touchée? Est-ce que c'était sur vos envois? Est-ce que c'était sur vos paiements? Et quelles remarques avez-vous pu faire relativement aux transactions nationales, internationales ou intra-africaines? Alpha, tu peux commencer? OK. De façon globale, comme je viens de le dire dans mes précédentes interventions, sur les réceptions, nous n'avons pas trop souffert durant cette pandémie, mais par contre, avec la fermeture des frontières, surtout nous en Guinée, les envois se font le plus souvent dans les pays limitrophes comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Donc, par contre, nous avons remarqué une baisse considérable des envois inter-africains avec le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, 60% de nos envois partaient au Sénégal. Et généralement, c'était avec les commerçants qui partaient acheter des marchandises ou qui recevaient, qui étaient partis au Sénégal pour vendre leurs marchandises. Et par contre, au lieu qu'ils empruntent ces montants dans les routes, ils faisaient des retours via nos canaux. Donc, nous avons remarqué une baisse considérable au niveau de ces flux entre le Sénégal, la Guinée, le Mali et surtout aussi la Côte d'Ivoire et autres. Donc, de façon générale, sur les envois, nous avons remarqué une baisse considérable, mais par contre, sur les réceptions venant de l'international, quand je dis l'international des pays développés comme l'Europe, les États-Unis et autres, nous avons remarqué une augmentation considérable. OK. Merci beaucoup. Ababakar? Bon, nous, en ce qui nous concerne, nous avons connu une hausse de près de 75% d'activité globalement sur l'ensemble de nos canaux, sur l'ensemble des canaux, aussi bien sur les 4 schemes que sur les cash to bank accounts, sur les bank accounts to cash, et sur les cash to wallet, sur les wallet to cash to bank accounts. On a eu une hausse de près de 75%. Mais c'est une hausse qui est complètement domestique au Nigeria, parce que nous avons autour de 375 000 points de vente opérationnels au Nigeria qui utilisent nos 4 schemes et qui des baisses. Mais ces baisses-là n'étaient pas principalement dues à la pandémie. Ces baisses-là étaient dues au fait qu'aujourd'hui, la Banque centrale du Nigeria impose que les bénéficiaires soient payés en dollars. Et ça, il y a très peu de sociétés qui peuvent maintenir, qui peuvent payer
le bénéficiaire en dollars, parce que ces dollars-là, il faut les acheter, et on perd, la partie change qui était qui était une partie intégrante de la ressource des revenus que nous gagnons sur le transfert d'argent international. Donc, ce qui fait que sur le plan international, on a perdu en revenus, mais on a eu quand même des hausses de près de 75% sur l'ensemble de nos canaux, sur le digital schemes en domestique au Nigeria. Wow, c'est impressionnant. En fait, ce qu'on observe, c'est que pour vos transactions africaines, pour l'essentiel, en fait, les choses sont bien passées. Pour vos pays, parce que vous êtes, en fait, vous utilisez des canaux un peu particuliers et vous êtes digital, 100% digital. Et donc, on a observé que pour tous ceux qui sont dans ce domaine, les choses se sont bien passées. Globalement. Pour Penueli, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, en fait, à la réception, les transactions internationales ont beaucoup évolué. Ils ont eu l'intelligence, même après avoir fermé leurs agents, d'élargir le réseau avec d'autres agents qui offraient plus de proximité, et ça leur a permis de capter encore plus de transactions pour les payer, ce qui est intéressant. Mais par contre, pour ce qui concerne les envois de la Guinée vers l'Afrique, parce qu'ils sont plus particulièrement dans ce secteur en termes d'envoi, il y a eu l'incidence de la fermeture des frontières sur leur activité. Okay? Et donc, ça a été négatif pour vous sur ce plan. Est-ce qu'aujourd'hui, les frontières ont été rouvertes? Alpha. Non, les frontières avec le Mali, c'est ouvert, avec la Côte d'Ivoire, mais malheureusement pour le Sénégal, c'est toujours fermé. Je pense que pour des raisons politiques et aussi avec la Sierra Leone. Et cela empêche la circulation des biens et de marchandises. Et généralement, comme je l'ai dit auparavant, le flux entre la Guinée et le Sénégal. C'est vrai, il y a des transactions qui viennent ou qui partent vers le Sénégal pour assistance familiale, mais le flux le plus important était enregistré au niveau de nos clients qui partaient acheter non seulement de la marchandise au Sénégal, mais aussi qui vendaient des biens au Sénégal, des biens agricoles qui venaient de la Guinée pour le Sénégal. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, c'est encore fermé et nous n'avons pas repris vraiment à l'activité concernant ce corridor guinéo-sénégalais. OK, en fait, nous allons en revenir parce que c'est un aspect extrêmement intéressant. En fait, dans les transferts en Afrique, c'est les opérations commerciales. Et le fait que beaucoup de commerçants utilisent les opérateurs de transfert pour dénouer ou nouer des relations, on va en revenir. Hein. Je vais avancer dans les questions. Alors, certaines entreprises ont prospéré. Je pense que vous en faisiez partie au pays. Ont prospéré pendant cette période. Fondamentalement, quelles ont été les bonnes stratégies pour y arriver? OK? Et où se trouvent aujourd'hui les opportunités pour vous? Alors, pour en revenir à OPE, hein, je pense que ce n'est pas seulement une stratégie, c'est un travail d'équipe globalement qui a fait que la société a prospéré. C'est le fait de rester agile, de pouvoir s'adapter à un environnement de marché extrêmement concurrentiel, d'avoir su décrocher les licences qu'il fallait avec la Banque centrale. Qui connaît le Nigeria sait que c'est le pays le plus régulé d'Afrique et il est extrêmement difficile de déployer des plateformes digitales au Nigeria. Et je pense que ça fait partie des key success factors aujourd'hui qui nous ont permis de prospérer au Nigeria. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme on le dit, hein, dans tout environnement de marché, il y a des facteurs universels
qu'il faut mettre en place pour pouvoir régler des problèmes. Parce qu'en fait, l'activité que nous faisons est une activité qui a une connotation culturelle et sociale extrêmement importante. Si vous ne comprenez pas l'aspect socio-culturel des personnes, des clients auxquels vous vendez vos produits, vous passez complètement à côté. Donc, le fait de bien comprendre le besoin du client et de lui apporter une solution a été un facteur extrêmement important dans le succès de OP au Nigeria. Le fait aussi d'avoir une plateforme extrêmement résiliente, extrêmement agile et une plateforme à la limite de l'intelligence artificielle nous a permis aussi de pouvoir rester agile et de travailler dans ces marchés-là. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans le transfert d'argent, il y a 3 triptyques extrêmement importants qu'on ne peut pas contourner. C'est d'abord avoir une plateforme, c'est d'avoir un réseau et d'avoir des services. Ça, ce sont les trois piliers dans le paiement. Si vous n'avez pas de plateforme, vous n'avez rien du tout. Donc, avoir une plateforme est extrêmement importante et de mettre des canaux d'accès à cette plateforme-là est extrêmement important. Ça vous permet de servir tous les clients et tous les segments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les services. Une plateforme à elle toute seule ne peut rien faire. Il faut avoir des services. Et ces services-là, il faut que ce soit des services qui sont demandés par la cible que vous voulez servir. Ça aussi, c'est extrêmement important à prendre en compte. Et ensuite, maintenant, le réseau. Le réseau, comme on le dit, on est en Afrique. Le taux de bancarisation est extrêmement faible. Si vous n'avez pas un réseau étoffé pour pouvoir servir vos clients cash, vous passez à côté de 50 à 60% de la population et vous passez à côté de votre projet. Donc, ce sont ces 3 triptyques qui nous ont permis vraiment la compréhension de la demande du client. Quand on vient dans un pays, il faut venir régler un problème. Il ne s'agit pas de venir créer une société et de faire comme tout le monde. Il faut voir quel est le competitive advantage que vous pouvez prendre, quelle est l'offre des autres, quelle est la différence que vous pouvez offrir par rapport à ce que les autres offrent pour que vous puissiez atteindre les clients. Et je pense que globalement, c'est ce qui nous a permis de pouvoir prospérer au Nigeria dans un contexte où notre activité de base, quand on a lancé, qui était le railing, le transport, avait été interdit par le gouvernement du Nigeria après une année et demie de très, très, très forte hausse et de grand succès qui a été interdit par le gouvernement du Nigeria. Nous avons pu switcher sur la mobile money et nous avons vraiment eu des résultats extrêmement encourageants pendant ces 2 dernières années dans un contexte de Covid extrêmement difficile aussi. OK, merci beaucoup. Je pense que nous avons M. Madi qui vient de nous rejoindre. Bienvenue Madi, si vous nous entendez. J'en profite pour dire à l'audience aussi que les questions peuvent être envoyées dans la boîte à discussion ou les suggestions. Donc, je vais laisser Alpha dire un mot sur la même question. S'il y en a, bien sûr. OK. Je vais toujours revenir par rapport à ce que M. Aboubacar Dem a souligné, les 3 aspects, d'avoir une plateforme et d'avoir les produits et services nécessaires. Par contre, il y a un aspect qui est très intéressant, l'aspect réseau. Nous, avant la pandémie, on était beaucoup focalisé à développer nos propres agences que d'aller nouer des partenariats avec d'autres acteurs de la vie économique. Par contre, durant cette pandémie, nous avons essayé avec les commerces. On a compris qu'avec les commerces, on pouvait beaucoup plus éviter tout ce qui est tracasserie bancaire. C'est-à-dire aujourd'hui, nos agences étaient obligées à chaque fois d'aller s'aligner devant les banques pour faire des retraits et venir satisfaire nos clients. Par contre, avec la nouvelle stratégie que nous avons adaptée durant cette pandémie, c'est-à-dire nouer des partenariats avec des acteurs comme les commerces, les supérettes qui avaient du cash, les stations
d'échange, on a compris que ce n'est pas forcément nécessaire de passer par les banques pour faire nos opérations. C'est vrai, le montant global que nous tirons vient des banques, mais aussi on avait souvent du cash dans ces différents endroits et c'est ce qui nous a beaucoup aidé durant cette pandémie à faire face à cette crise, mais aussi à préserver la vie de nos collaborateurs durant cette pandémie. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour accueillir M. Madi. Bonjour, Madi. Bonjour, je suis là 9h58 fois. Pas avant l'heure, pas après l'heure. Je suis là. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes à la 5e question. Et cette 5e question, quel changement avez-vous constaté en cette période et qu'est-ce qui, selon vous, restera à long terme? Je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. Alors, on laisse la parole à Madi qui se présente avant qu'on réponde, comme il vient de dire. Je suis M. Madi Ouedraogo. J'ai été le promoteur de Western Union pendant près de 25 ans dans la sous-région. Je peux même dire que c'est à cause de nous que Western Union est rentré en Afrique avec un partenaire qu'on appelle Kofi Amwa qui est au Ghana. Et c'est lui qui a été le premier à contacter Western Union pour faire pénétrer Western Union en Afrique. Et ça a commencé par le Nigeria. Et donc, moi, je devais m'occuper donc de la partie ouest-africaine. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, le produit Western Union est aujourd'hui partout. Il est partout, il est partout. La force de Western Union, comme Baka, c'est que je le disais tous les jours, c'est le fait qu'au niveau international, ils ont un grand réseau. J'avoue que ce produit, le transfert d'argent, à la limite, il a été créé par eux. Mais les utilisateurs, c'est les Africains. C'est nous qui sommes encore au stade du cash-cash. Eux, ils ne sont pas sur ce stade-là. À la limite, on devait s'approprier ce produit-là. Donc aujourd'hui, Western Union International est là, vous le connaissez. Il y a d'autres qui sont arrivés par la suite. On est Gram, RIA, etc., que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Babacar, pour le moment, je vais m'arrêter là pour la présentation. Si on doit continuer, après, je continue. Merci. On va enchaîner donc avec la question pour nos différents panélistes. Donc, en cette période, quels sont les changements que vous avez constatés, notables, et qu'est-ce qui demeurera dans le long terme? Alors, ce que je constate pour mon expérience, vu l'évolution de ce qui se passe, c'est cette pluralité de sociétés du transfert. C'est-à-dire, Western Union a donné le coup de go. Aujourd'hui, il y a pas mal qui se sont installés. Et je dis toujours, mes amis sénégalais ont créé pas mal de produits, tenter en tout cas de rapprocher la clientèle. Donc, il y a une pluralité de produits aujourd'hui qui se sont installés. Mais ce que je constate, il faut avoir un réseau qui est fort parce que c'est un produit qui demande à être proche de la clientèle. Donc, le réseau est très important. Mais ensuite, ce n'est pas que le réseau, il faut avoir de l'argent. Parce que quand le client vient, il faut être prêt à le payer. Et ça, c'est ça qui est un handicap. On peut avoir un grand réseau, mais si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas répondre. Donc, nos compagnies étrangères qui sont de l'autre côté, eux, ils reçoivent et c'est nous qui payons. Donc, à la limite, eux n'ont pas de soucis. C'est nous qui payons, c'est nous qui avons des soucis. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le mobile, ça facilite encore beaucoup de choses, mais là encore, le même problème se pose. Parce qu'on crée les produits, mais on ne fait pas de crédit. Il n'y a pas un crédit pour le transfert d'argent. Quand on va à la banque, on ne peut pas donner du crédit. Et même si on vous donne, vous devez payer des intérêts. Et vous savez que les marges dans le transfert d'argent sont faibles. Si on doit encore payer des intérêts à la banque, à la limite, on ne gagne pas grand-chose. C'est vrai que les opérateurs mobiles sont arrivés, ils veulent aller de bout en bout, c'est-à-dire du client au client final, de celui qui initie l'opération au client final. Donc, rompre avec la chaîne. Et ça aussi, ça va poser un problème pour nous, les Africains, parce que on cherche à créer des emplois. Alors, si on supprime toutes ces barrières-là, on supprime aussi les emplois. Bon, la réflexion se pose. Et en plus de cela, la majeure partie sont analphabètes, entre guillemets.
On a beau manipuler les portables, chacun de nous a peur que son argent se perde. Donc, on préfère toujours aller dans un point pour être servi. Et ça, bon, je regarde et je me demande, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on doit faire la guerre des prix pour supprimer des emplois? Est-ce que les gens demandent forcément qu'on casse les prix? Le transfert d'argent, c'est un produit, c'est un service qu'on rend. Est-ce qu'on est obligé de le faire gratuitement? Non. Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre des prix pour déranger le système alors que le client n'a pas besoin de ça? Si vous voulez un service rapide, il faut payer le prix qu'il faut. Donc, mais je pense que comme il n'y a pas d'interlocuteur vis-à-vis de nos États, comme il n'y a pas d'interlocuteur pour échanger avec l'État, on fonctionne comme ça, mais l'État fonctionne bien. Ok. Merci. Ababakar. Alors, bon, moi je pense qu'il y a plusieurs aspects qui aujourd'hui vont rester, des changements majeurs qui vont rester dans l'écosystème. C'est d'abord l'éducation financière. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les populations, de plus en plus, hein, c'est pas uniforme en Afrique. Certains pays d'Afrique sont beaucoup en avance sur d'autres pays d'Afrique, mais quand même, l'éducation financière de nos populations a été entamée. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont au fait de la digitalisation. Il y a de plus en plus de personnes qui sont au fait des moyens de paiement digitaux et qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui au fait de l'inclusion financière qui, d'une façon ou d'une autre, ont été en contact avec un service financier. Donc ça, c'est quelque chose qui est un changement majeur et qui va rester. La deuxième chose, c'est l'exigence les populations sont devenues de plus en plus exigeantes. L'exigence du client. Le client est devenu de plus en plus exigeant. Ça, c'est quelque chose qui va durer. Quand vous offrez un service à un client maintenant, vous devez bien regarder comment vous packagez le service et quel est le prix du service. De plus en plus, les gens sont éveillés par rapport à ça. La troisième chose, c'est la baisse des commissions. Les coûts de transfert d'argent il y a 5-6 ans tournaient entre 10 et 20%. Aujourd'hui, au Sénégal, on est autour de 5%. Et on est même descendu jusqu'à 1% de frais, que si on regarde la bataille de prix qui est en train de se mener aujourd'hui entre Orange et Wave, on est à 1%. Ce qui veut dire que la baisse des commissions est quelque chose de palpable. C'est un peu partout en Afrique, mais plus caractérisé au Sénégal. Donc, la baisse des commissions, le coût d'un transfert de fonds va de plus en plus baisser en Afrique. Et la quatrième chose que j'ai notée, c'est que de plus en plus, le mobile money va prendre le dessus sur les autres canaux digitaux. De plus en plus de gens ont des comptes mobile money. Le compte mobile money peut être bien un compte mobile money attaché à un opérateur télécom, comme un compte mobile money non attaché à un opérateur télécom. Je parle d'un compte mobile money au sens réglementaire du terme. Donc, ce sont ces 4 changements que je vois qui sont arrivés ces 2-3 dernières années et qui ont été exacerbés par la crise du Covid-19 et qui ne risquent pas après de changer. Merci beaucoup, Ababakar. Alpha? Ok. Je crois que ce qui a changé durant cette pandémie, chez nous en Guinée, ou plus particulièrement à nos constats chez Weli, c'est l'inclusion financière. Et pratiquement, nous, en Guinée, les gens, le taux d'alphabétisation est très, très faible. Mais durant cette pandémie, nous avons pu remarquer que même les gens qui n'ont pas été à l'école ont essayé de manipuler des services comme effectuer des paiements, faire des envois. Ils ont passé des semaines et des semaines dans nos locaux pour suivre des formations dans ce sens. Donc, que ce soit les commerces, les boutiques avec lesquelles nous avons noué des partenariats, nous avons généralement rencontré des gens qui n'ont pas assez de niveau pour lire et pour écrire, mais qui ont su gérer cette technologie, c'est-à-dire cette innovation au niveau d'effectuer des opérations
d'envoi et de paiement. Donc, je pense que cette inclusion financière va rester et ça a été un plus pour eux dans leur business parce que de façon générale, nous avons remarqué qu'il y avait certains partenaires qui pouvaient toucher jusqu'à 5 000 $ de commission, ceux qui ont plusieurs boutiques à travers le pays. Donc, ils ont pu déployer nos services dans leurs boutiques, que ce soit à Conakry, dans la capitale ou à l'intérieur du pays. En fin de compte, ils se retrouvaient avec jusqu'à 5 000 $ de commission avec nous par mois. Donc, de façon globale, je pense que l'aspect, à l'adaptation facile à la technologie, c'est ce changement qui va perdurer et qui va continuer, je pense que dans le long terme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, la 6e question maintenant. Comment pensez-vous que les acteurs traditionnels, qui sont surtout basés sur les agents, vont réagir par rapport à la poussée du numérique? Comment les acteurs traditionnels vont réagir par rapport à la poussée du numérique? Marie? Alors, la question, elle s'adresse à tout le monde. Hein. Comment les acteurs traditionnels du transfert d'argent qui ont un business basé sur les agents vont réagir à la poussée du numérique et du mobile surtout? C'est à tout le monde. Hein? Comment les acteurs traditionnels basés sur les agents réagiront-ils à la poussée du numérique? C'est ça? Oui, oui. Ça pour moi. Babacar, demain, il faut répondre aussi. Hein? Non, mais en ce qui me concerne, hein, je laissais le droit d'aînesse à mon aîné Madi pour répondre d'abord. Alors, pour ma part, hein, quand on parle de manière vraiment concrète, on parle beaucoup de poussée du numérique depuis bientôt 10 ans, de manière concrète. Mais on se rend compte que le cash est encore roi en Afrique. Le cash, il est encore roi dans les 10 prochaines années. On parle beaucoup de points cash in, cash out. On parle beaucoup de mobile money. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, je reviens au Sénégal, quand vous regardez ce qui se passe, il y a Orange et Wave qui sont en train, qui ont au moins 80% de part de marché dans le transfert d'argent. Mais les utilisateurs de Orange et Wave, ils n'utilisent ces canaux-là que pour envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Donc, jusqu'à présent, même si vous avez un mobile money scheme qui est extrêmement successful dans un pays, où vous avez une société digitale qui est successful dans un pays, à la fin de la journée, les clients vont utiliser cette plateforme pour envoyer de l'argent d'un point A à un point B. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, on est dans des écosystèmes où le taux de bancarisation est extrêmement faible. On parle entre 15 et 20%. Ça, c'est la première chose. On est dans des écosystèmes où les gens n'utilisent les canaux digitaux que pour envoyer de l'argent cash vers un retrait cash. Moi, quand j'envoie à mon grand-père de l'argent, à mon grand-père qui est à Sokone, quand je lui envoie de l'argent, quand j'utilise les canaux, je vais charger mon compte. Je vais dans un point cash pour charger mon compte. Donc, je mets du cash dans le système. Mon grand-père qui est à Sokone va aller dans un point cash pour retirer l'argent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans des systèmes fully digital où les gens mettent de l'argent dans des porte-monnaies pour pouvoir consommer. Si vous êtes au Kenya aujourd'hui, là où je suis, M-Pesa est le seul modèle fully digital où les gens l'utilisent comme porte-monnaie. On parle beaucoup de porte-monnaie électronique en Afrique, mais le seul porte-monnaie électronique aujourd'hui qui est abouti, c'est M-Pesa. C'est le seul porte-monnaie que vous pouvez utiliser. Quand vous entrez dans le taxi, vous pouvez payer. Quand vous allez au marché, vous pouvez payer.
le chef de famille, quand il se lève le matin, il donne sa dépense à sa femme à travers le mobile money. Il va envoyer la dépense quotidienne à sa femme à travers M-Pesa. Et on n'a pas besoin de faire un cash-out parce que partout où vous allez, vous pouvez payer avec votre M-Pesa. À la différence aujourd'hui de nos écosystèmes en Afrique de l'Ouest, que vous soyez Orange, que vous soyez Wave, que vous soyez Tigo, que vous soyez MTN, le client final n'utilise le porte-monnaie. On ne peut même pas l'appeler le porte-monnaie parce qu'un porte-monnaie, on garde l'argent dedans. On ne garde pas de l'argent dans les plateformes que nous utilisons aujourd'hui. On l'utilise exclusivement pour envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Donc, on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de numérisation, mais jusqu'à présent, le cash est encore roi en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, pour être aux avant-postes, pour ne pas être surpris par le développement de la technologie, pour ne pas être surpris par l'innovation, effectivement, les sociétés sont en train de mettre en place des innovations aujourd'hui qui leur permettent de pouvoir permettre aux clients qui veulent garder de l'argent dans leur porte-monnaie de pouvoir l'utiliser. C'est ce que je disais tout à l'heure. On met en place une plateforme, on met en place des services et on met en place un réseau. Les services que nous mettons en place, les services que nous implémentons dans les plateformes permettent, in fine, aux clients de garder l'argent dans le porte-monnaie. Si vous mettez des services de paiement d'eau, des services de paiement d'électricité, des services de paiement de scolarité, des services de paiement d'assurance, des services de paiement de toutes sortes de factures, ça permet de garder l'argent dans les comptes digitaux pour ne pas que le client aille faire un cash-out pour pouvoir régler son problème. Mais tant que nous n'arriverons pas en Afrique de l'Ouest à faire de sorte que le client qui a un porte-monnaie électronique puisse procéder puisse régler ses problèmes les plus basiques, les plus élémentaires à partir de son porte-monnaie électronique, on aura encore des systèmes cash-to-cash-base et c'est le cas actuellement en Afrique. Merci beaucoup. Alpha, qui prend la parole? Qui veut la prendre? Oui, je pense que M. Aboubacar Dem a parlé de l'essentiel pour ce qui concerne les mobile money. Généralement, en Afrique, on les appelle mobile money, ce n'est pas pour garder de l'argent. Peut-être la seule différence entre les mobile et nous, les sociétés de transfert d'argent classiques, peut-être c'est les paiements de factures, comme il a si bien dit, ou comment dire, les paiements de factures pour éviter les gens d'aller faire des files d'attente devant, par exemple, un guichet pour payer de l'électricité ou autre. Mais de façon générale, nous utilisons tous les mêmes réseaux. Et moi, particulièrement, c'est nous à Weli. Actuellement, nous utilisons près de 90% des distributeurs de Orange Money en Guinée travaillent avec nous. Partout, vous voyez commander sur Orange Money, vous allez voir une affiche avec RIA, commander sur Weli où il y a RIA, Western Union et MoneyGram. C'est les mêmes boutiques qui font Orange Money qui font aujourd'hui nos services de transfert d'argent classiques. Par contre, j'ai eu l'occasion en 2017 pour lancer une plateforme monétique en Guinée de nom de Transmoney. Et dans un premier temps, nous avons eu l'idée de commencer par les étudiants, c'est-à-dire c'était des cartes bancaires qu'on proposait des étudiants, ma bourse dans ma carte. On a proposé ces cartes aux étudiants et par contre, les étudiants qui étaient familiers à la technologie pouvaient, à travers leur environnement, à leurs proches, vendre ces cartes et derrière en profiter quelques commissions pour pouvoir financer leurs études. Mais malheureusement, malgré il y avait l'implication du ministère d'Enseignement. Je pense que Alpha... Allô, Alpha? Allô?
Alpha, oui, on t'avait perdu pendant quelques secondes là. OK. Donc, malheureusement, ce projet n'a pas marché. Ce n'est pas parce que l'idée n'était pas là ou bien l'envie n'était pas là. Mais malheureusement, je pense que l'Afrique n'est plus particulièrement en Guinée, c'est beaucoup plus difficile de digitaliser nos services financiers que de faire le transfert d'argent classique. Parce qu'au final, on finit toujours par le cash. Donc, ça ne sert à rien de prendre une carte, mettre de l'argent dedans qui va peut-être te coûter à chaque fois que tu fais un achat, on te prélève quelque chose. Alors qu'avec ton cash, pour eux, ils se disent que personne ne les prélève et au moins à cash qu'ils mettent en poste, ils savent c'est combien qui est à leur poste. Ils vont éviter tout ce qui est arnaque et autres derrière. Donc, il y avait une méfiance de façon générale pour cause de taux d'alphabétisation. Les gens avaient de méfiance à mettre de l'argent dans des porte-monnaies numériques. Malgré qu'avec Orange Money, les gens essaient de le faire pour eux. C'est des sociétés qui peuvent avoir plus de confiance, mais une carte qui ne connaît pas, une société qui ne connaît pas d'où ça vient, les gens ont eu beaucoup de méfiance et ça n'a pas beaucoup donné. Ah, merci, merci. Le cash a encore de beaux jours devant lui en Afrique. Definitely. Alors, nous passons à la prochaine question parce que le temps commence à un peu courir contre nous. Quels enseignements pouvons-nous tirer de la situation dans les États fragiles concernant la digitalisation des transferts sociaux en espèces? Vous savez que dans certains de nos États, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés, des programmes de soutien aux populations défavorisées ou autres, et qui permettent de leur envoyer régulièrement de l'argent. Et ça se fait de plus en plus à travers les opérateurs digitaux, les opérateurs de mobile. Alors, quel est votre avis en fait par rapport à cette nouvelle situation? Alors, moi personnellement, j'ai participé quand j'étais à Wari, j'ai piloté un programme de bourse familiale où il était question d'encaisser, de préfinancer des familles et de leur envoyer de l'argent à travers une plateforme, à travers la plateforme Wari en l'occurrence, et à monitorer ces transactions-là. J'ai aussi participé au paiement des farmers, des paysans, dans une collaboration, un partenariat avec Suneor qui nous avait chargé de payer les études, de payer les farmers contre leur récolte. En fait, ce qui se passait, c'était très simple. Suneor nous donne l'argent à payer aux étudiants, à payer aux farmers, aux paysans. Et ce que nous faisons, nous avons mis en place une plateforme qui permettait aux paysans de venir peser sa récolte. Et une fois que le paysan pèse sa récolte, on connaît le tonnage et le prix du tonnage est fixé par le gouvernement. Et nous, sur la plateforme, on fait de sorte que le paysan connaît en tout cas son tonnage et le montant qui est équivalent. Et donc, du coup, on procède au paiement dans le réseau de Wari. Il y avait un réseau ad hoc qui avait été mis en place pour pouvoir payer les paysans. Donc, ça j'ai participé à cette campagne. Aussi, pendant les 3 dernières années que j'ai passé à Wari, c'était Wari qui était chargé de payer les étudiants. C'était autour de 4 milliards de francs CFA tous les mois qui étaient distribués à travers le réseau Wari et où les étudiants devaient recevoir le paiement. Je pense que ce sont des initiatives qui sont extrêmement importantes et à mettre en place par tous nos États. Un, pour pouvoir apporter de la transparence dans la distribution de ces fonds-là. Et 2, pour pouvoir collecter des données que le gouvernement lui-même peut utiliser en data analyst pour savoir exactement quels sont les besoins, quels sont les comportements des différents consommateurs,
quelle est la dispersion géographique des différents consommateurs et quels sont les autres services additionnels que le gouvernement peut proposer à ces consommateurs-là. Donc, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, ces aides-là, s'ils ne sont pas monitorés et s'ils ne sont pas distribués à travers des canaux digitaux où le monitoring est transparent, de partout où vous êtes, vous pouvez vous connecter sur une plateforme pour savoir qui a été payé, qui n'a pas encore payé, qui n'a pas encore été payé. Vous pouvez vous connecter pour savoir exactement quel est le montant que vous aviez déposé au départ et quel est le montant résiduel de la cagnotte. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à pouvoir monitorer ces aides à des populations cibles, ce sera toujours des mafias qui vont se mettre en place. Partout où il y a distribution de cash, il y a une mafia derrière. C'est systématique. Partout où il y a du cash, il y a une mafia derrière. Et donc, je pense que ça fait partie des objectifs des ODD. Hein, je pense aujourd'hui ça fait partie des ODD d'arriver à mettre en place des plateformes pour pouvoir aider les populations défavorisées, quelles que soient lesquelles, pour pouvoir aussi distribuer du cash ou bien distribuer des aides ou distribuer des pensions à des populations cibles. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de le faire qu'à travers des plateformes digitales où le suivi est instantané, où le suivi est transparent, où le bénéficiaire reçoit ce qu'il doit recevoir de manière instantanée et où le bénéficiaire peut aller se faire payer dans un réseau bien ciblé et où la transparence est en tout cas de mise. Et ça fera partie des points importants de lutte contre la corruption qui gangrène nos économies en Afrique présentement. Oui, mais ce que je peux relever, c'est qu'au début, ces opérations étaient faites avec des opérateurs, disons, traditionnels, avec un réseau. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce business-là que les opérateurs traditionnels avaient, maintenant leur est retiré pour balancer ça aux opérateurs de mobile. Ok, c'est de plus en plus ce qui se fait. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les opérateurs traditionnels? Je pense que si le business a été récupéré sur les opérations, en fait, je veux dire, sur les opérateurs cash pour le donner aux opérateurs mobiles, c'est parce qu'en fait, on assiste aujourd'hui à un taux de pénétration du mobile qui est extrêmement important en Afrique. Quand vous prenez le Sénégal, on a un taux de pénétration de 107%. C'est-à-dire que l'ensemble de la population active du Sénégal a un numéro de téléphone. Et dès l'instant que vous avez un numéro de téléphone et vous avez un numéro de carte nationale d'identité, vous avez un numéro d'identification unique qu'on peut vous taguer et on peut vous envoyer de l'argent. Donc, je pense qu'il n'y a aucune entité, aucune société aujourd'hui, plus que les opérateurs télécoms, qui ont cette capacité de pénétration-là dans le monde. Aujourd'hui, en Afrique, le taux de pénétration du mobile en tant que téléphone, du mobile GSM, est de plus de 100%. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ont des taux de pénétration qui sont entre 80 et 100 et quelques pourcents. Et donc, je pense que c'est à la faveur de ce taux de pénétration extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui, que les gouvernements de plus en plus se retournent vers les sociétés de mobile money pour faire ces distributions-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, au-delà même de la pénétration au-delà de la pénétration du mobile, on a le taux de pénétration d'Internet. C'est vrai que le taux de pénétration d'Internet est encore en deçà du taux de pénétration du mobile, mais le taux de pénétration Internet va venir. Et quand on va arriver à des taux de pénétration d'Internet de 100%, là, ce sera vraiment le paradis pour ces sociétés-là qui font cette distribution-là. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez un téléphone qui est basique, vous avez un numéro de téléphone, un numéro de pièce d'identité, vous pouvez être tagué, mais vous n'avez pas accès à certains services si vous n'êtes pas un mobinote. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un téléphone qui est capable de se connecter à Internet. Il y a de plus en plus de sociétés aujourd'hui qui utilisent WhatsApp comme étant un canal additionnel pour pouvoir atteindre leurs clients. Mais les clients qui n'ont pas des téléphones, des feature phones qui leur permettent d'accéder à WhatsApp ne peuvent pas être tagués. Et donc, du coup, je pense que globalement, pour répondre à la question, si aujourd'hui les gouvernements ou les OCB ou les ONG utilisent de plus en plus les canaux de mobile money pour distribuer des fonds, c'est parce que le taux de pénétration du mobile en Afrique est extrêmement élevé et il n'y a aucune autre société
que les mobiles, que les sociétés de télécom, les opérateurs télécoms qui ont ce taux de pénétration là-dedans en Afrique en tout cas. Ok, merci beaucoup. Alors, je m'en vais, on va accélérer un peu. Donc, je prends l'avant-dernière question qui revient un peu sur les coûts de transfert. Le constat, il est toujours amer et c'est toujours le cas. Actuellement, les coûts des envois de fonds vers l'Afrique sont les plus élevés. Monsieur Abakar, j'aimerais mettre un point par rapport à la question que vous venez sur l'intervention de Abakar par rapport au mobile. Nous, pratiquement, actuellement, nous travaillons sur des projets similaires avec nos partenaires EcoBank sur un projet nommé Agnès où le gouvernement finance, donne quelques montants aux familles défavorisées. Mais par contre, nous, en Guinée, les canaux à cash to cash continuent toujours parce que de façon générale, que ce soit EcoBank ou à la Société Générale avec YOP qui ont accueilli ces projets, ont déployé sur nos réseaux. Et nous, on a un savoir-faire qu'on a eu durant cette pandémie avec les commerces, tout ce que je viens de vous citer. Aujourd'hui, c'est un projet qui marche très bien, où les gens passent dans les boutiques pour récupérer le montant déloué par les autorités aux familles à défavoriser. Donc, c'est ce point que je voulais souligner. Pratiquement en Guinée, les canaux cash to cash restent toujours, et peut-être dans 10 ans ou 15 ans, ça va changer, mais au final, c'est nous, les transferts classiques qui ont une maîtrise du réseau, qui continuent à faire ce genre d'opérations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, les deux dernières questions, je vais les poser rapidement. L'avant-dernière, elle est relative aux frais de transfert vers l'Afrique. Ils sont encore toujours les plus élevés presque dans le monde. Je veux dire, envoyés de l'Occident ou partout ailleurs vers l'Afrique, les frais sont encore très, très élevés. Pourquoi c'est toujours le cas pour vous et qu'est-ce qui doit changer dans l'avenir? Alors, qui l'apprend? Madi? Alors, moi, je suis un peu embêté. Bébé, dialogue, tout ça, je ne pas la tête. Parce que le transfert d'argent aujourd'hui, tant qu'il y a la technologie derrière, c'est un souci. C'est comme Bébé a dit tout à l'heure. Si on ne maîtrise pas ça, ça va être difficile. Et ça coûte de l'argent. La technologie, ça coûte de l'argent. Comment voulez-vous que le coût soit bas? Comment voulez-vous que le coût soit bas? Ça me gêne. Parce que tout le monde dit il faut casser les prix, il faut casser les prix, il faut casser les prix. Mais tant qu'on utilise l'appareil coûte de l'argent. Il faut payer la connexion. Arriver au point, il faut créer une carrière. Il y a un minimum, c'est de l'argent. C'est de l'argent. On ne peut pas donner de l'argent comme ça s'il n'y a pas un minimum de sécurité. La sécurité coûte quelque chose. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un réseau, comment voulez-vous qu'on fasse du travail sans un réseau? Ce n'est pas possible. Et les opérateurs mobiles, comme les banques, exigent que quand même tu aies un minimum de sécurité avant de donner un agrément pour que tu fasses du travail. À ce niveau, quand on regarde tout ça, avec les coûts qu'on a, est-ce qu'on peut baisser les coûts? Est-ce qu'on peut baisser les coûts? Tout à l'heure, Babacar Deme a dit tout à l'heure, on envoie de l'argent, les organismes utilisent le réseau du mobile parce que le réseau est plus vaste. Tout le monde est portable, on peut envoyer l'argent pour récupérer. C'est dans un point, mais le point où tu vas récupérer l'argent, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité là-bas. Comment tu vas faire? Si on doit mettre un minimum de sécurité, les coûts ne peuvent pas être bas. Si je fais des transactions que je ne gagne pas d'argent, à la limite, je n'en fais pas. Donc ça, vraiment, je pense que c'est une question qu'on doit bien réaliser. C'est-à-dire que nous, les Africains, on est pressés de prendre tout ce qui vient, mais on ne prend pas le temps de bien analyser. C'est pour ça qu'il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment.
Et ça, c'est intéressant. De commencer une opération et de fermer. Après Western Union, MoneyGram, combien de compagnies sont arrivées après qui ont résisté, qui ont subsisté? Ils ont tous disparu. Donc, à cette allure-là, c'est l'éternel commencement. Donc, c'est des questions, il faut que vraiment, nous qui sommes dans le transfert, il faut qu'on réfléchisse, nous parler avec nos États pour comprendre les choses. On utilise les produits comme ça, mais à la limite, qu'est-ce qu'on gagne des choses? On gagne rien. Ça, c'est la vie. Donc, vraiment, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre tous les problèmes. C'est pas grave, c'est bien d'avoir initié ça. Mais je voudrais souhaiter que vraiment ces questions-là reviennent souvent qu'on se contacte. On est des consommateurs, on est des initiateurs, mais la consommation vient d'arriver. Donc, le rôle n'est pas de diriger la population. Moi, je vois des compagnies qui apparaissent et qui disparaissent après. Ils laissent des tableaux et qui s'arrêtent. C'est pas bon. C'est pas bon. Depuis qu'on fait Western Union, est-ce que vous avez entendu Western Union a bouffé l'entrée quelqu'un? Jamais. Jamais. Est-ce que techniquement, est-ce que vous avez vu que ces gars ont une faille? Jamais. C'est la conduite. Ils ont une technique. Même si Western Union revenu tombe là, mais attends, c'est le monde qui va couler. Ils ne tiennent pas. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Si Western Union ne casse pas les pneus, s'ils veulent casser les vitres, s'ils ne cassent pas les pneus, on va utiliser. Ils ont un réseau. Tu sors le chemin du problème de Western Union. Il n'y a pas de problème. Et ça, il faut que les Africains arrivent à ça. Il a dit tout à l'heure, aujourd'hui tu as un portable. J'ai même peur, comme tu l'as dit tout à l'heure, le portable, j'ai même peur de gagner l'argent dans le portable. Et c'est pas que ça va disparaître. Donc je peux mettre ça dans ma poche. C'est ce que tu as dit. Moi j'ai peur. Même il y a des gens qui sont intellectuels, hein, ils utilisent juste le portable pour faire la transaction. Après c'est fini. On est tout en train de parler pour monnaie électronique. Est-ce que nous on veut gagner dans un portable? C'est pas vrai. Les Africains sont pas à ce niveau-là. Alors, pourquoi vous voulez qu'on consomme ça? Non, si on ne peut pas faire portement électronique, on aime le cash pour cash. On n'a pas développé ça. Maintenant, si on veut obliger les gens à ne pas avoir du cash, quand je vais dans la boutique, il faut que le boutique accepte que je lui paie. Il faut qu'il accepte cette monnaie électronique. Et ça peut être une décision de l'État. Si ce n'est pas l'État qui décide ça, mais je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter. Si on dit qu'on ne fabrique pas de la monnaie, mon ami, tu es obligé de faire de la monnaie électronique. Et ça, c'est l'État qui doit décider. Si on ne nous force pas, on ne pourra pas le faire. Et ça encore, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que le boutiquier, le Mauritanien, la femme au marché, il faut qu'elle accepte cette monnaie électronique-là. Parce que quand moi je charge, c'est pour ne pas avoir pour prendre des espèces, c'est pour aller acheter quelque chose. Et là où je vais l'acheter, là, il faut que lui accepte ça. S'il n'accepte pas ça, je préfère lui redire encore au cash. Parfait. C'est vrai. Merci beaucoup. Babacar? Alors, moi je pense que on a déjà brossé un peu ce point-là. Je disais que les commissions étaient à la baisse et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Alors, pourquoi les transferts d'argent vers l'Afrique sont chers? Alors, quand on parle de transfert d'argent, d'abord, il faut savoir qu'il y a un précurseur en Afrique, c'est Western Union. Et qu'est-ce que Western Union faisait quand il démarrait? Western Union venait signer avec toutes les banques et interdisait aux banques de signer avec d'autres sociétés de transfert d'argent. Donc, quand Western Union rentrait en Afrique, Western Union a signé des contrats d'exclusivité avec toutes les banques. On est d'accord? Donc, la banque a le droit de signer avec Western Union a le droit de signer avec la banque, mais la banque n'a pas le droit de signer avec une autre banque, avec une autre société de transfert d'argent. Ce qui a fait que Western Union, au bout de 10 à 15 ans d'activité en Afrique, a été exclusive en Afrique quand il s'agissait de faire du remittance inbound. Donc, ça a contribué à rendre les coûts des transferts extrêmement élevés. Ça allait entre 25 et 30%. Et donc, ça, c'est l'historique. Parce qu'en fait, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on parte de l'historique. Maintenant, après, des précurseurs comme Money Express et d'autres sociétés de transfert d'argent se sont battus et ont fait que la Banque centrale a émis une lettre pour dire que l'exclusivité dans le transfert d'argent était révoquée pour Western Union. Donc, les banques qui avaient signé des contrats d'exclusivité avec Western Union ont le droit de signer avec d'autres sociétés de transfert d'argent, ce qui a fait baisser un peu le coût des transferts d'argent. Il faut savoir qu'il y a une règle universelle de l'offre et de la demande. Le prix d'un bien ou d'un service obéit à la règle universelle économique de la demande. Plus un service ou un bien est demandé, plus son prix peut être élevé. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas, à la limite, sur lesquelles on ne peut pas mettre un frein. C'est une offre globale. Moi, j'étais en Égypte. Ce qui se passe en Égypte, c'est que
aujourd'hui, quand vous achetez un service, le point de vente est libre de vous facturer que son prix. C'est-à-dire que le point de vente qui vous vend son service vous facture le prix du service à sa guise. L'opérateur le sait, la banque centrale le sait, le service provider le sait, mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Quand vous venez acheter un produit chez un opérateur, chez un distributeur, le distributeur sait combien lui a coûté ce produit ou ce service. Et c'est le distributeur qui vous facture sa commission à lui. Ce n'est pas la meilleure façon de faire la chose, mais c'est la règle de l'offre et de la demande. Alors, si on en revient au transfert d'argent, donc c'est l'exclusivité qui a fait qu'aujourd'hui, le coût du transfert d'argent en Afrique est devenu extrêmement cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je l'avais dit tout à l'heure, on est dans des écosystèmes cash to cash. Le cash coûte cher. Le point de vente qui va aller chercher son cash et qui vient le mettre à la disposition du client court des risques et encourt aussi des tracasseries qui font que le coût du cash à la fin de la journée devient cher. C'est ce qui fait qu'encore une fois, le coût du transfert d'argent est encore cher en Afrique. Il y a aussi aujourd'hui, comme vous le voyez, on assiste à une guerre de prix entre Western Union, entre Wave et Orange au Sénégal, où Wave est venu comme disrupteur et applique des coûts de transfert d'argent de 1%. Et la preuve par 1000 qu'aujourd'hui que le client est price driven, ça veut dire que le client achète au moins cher, c'est que Wave est en train de prendre le marché à Orange. Et Orange a été obligé dans un sursaut de concurrence à faire face à Wave en baissant ses prix. Mais comme le disait le grand frère Madi, aujourd'hui, un point de vente, si aujourd'hui Wave est successful, si aujourd'hui Orange est successful, si hier Wari était très successful, c'est parce que ces sociétés-là ont pu développer des réseaux de cash-out extrêmement étoffés. Le client, ce qui l'intéresse, c'est que quand j'envoie mes 10 000 francs, que mon bénéficiaire puisse se faire payer ces 10 000 francs-là, mais dans n'importe quel point de vente. C'est ce qui fait que ces sociétés-là sont successful. Mais si on ne prend pas en compte le point de vente, si on ne prend pas en compte le CAPEX et les OPEX auxquels font face ces points de vente-là, mais on passe complètement à côté. Parce que, je l'avais dit une fois dans un post LinkedIn, le parent pauvre de la guerre des prix, c'est toujours le point de vente. Parce que c'est le point de vente qui met en place sa caisse, c'est le point de vente qui recrute un caissier, c'est le point de vente qui met en place ses fonds pour payer aux clients, c'est le point de vente qui paie son électricité, qui paie son loyer, qui paie ses autres charges d'approche, et c'est le point de vente qui subit, in fine, la guerre des prix entre les différents opérateurs. Donc, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que ce point-là soit réglé par le régulateur. Il faut que le régulateur mette en place des garde-fous que les différents opérateurs, malgré leur guerre, ne puissent pas franchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est arriver à l'interopérabilité. On parle beaucoup d'interopérabilité, mais je pense que la mise en place de l'interopérabilité va beaucoup apaiser les tensions entre les différents opérateurs et va permettre de mettre en place un environnement sain où chaque opérateur pourra venir jouer avec des règles de concurrence quand même. On ne peut pas faire de la concurrence déloyale et censé réguler le marché. Je pense que la mise en place de l'interopérabilité va quand même permettre d'apaiser ce secteur-là et va permettre à chacun des acteurs de pouvoir avoir des revenus corrects sur les transferts. Parce qu'à la fin de la journée, quand je mets en place mon point de vente, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour en perdre. Merci beaucoup, M. Dem. On va entendre M. Tallo. Pour répondre un peu à Débé, par rapport au coût, est-ce que vous pensez pas que ce marché doit être réglé? Grand frère Madi, je vous entends très mal. Hein? Parce je ne vous entends pas. On ne peut pas fixer son coût. Si on continue comme ça, Babacar Débé, Diallo, on va disparaître. Ce n'est pas possible. Il faut que. Non, il y a un minimum. Aujourd'hui, on dit le dollar, on dit un euro égale à 655 points. C'est clair. C'est clair. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire des prix comme ça. Il faut qu'on régule le marché. Mais qui va le réguler? Qui va le réguler? Personne. Il n'y a personne en face pour le réguler. C'est nous qui devons le faire.
Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de l'insécurité de Western Union. Et quand Western Union venait, personne ne savait. Même les États ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Moi, je me rappelle quand je suis allé au ministère, quand je suis allé à la Banque centrale m'a dit, nous, on ne connaît pas Western Union, on ne connaît pas ce système-là. Je suis allé au ministère, le ministère m'a dit, nous, on ne sait pas. Mais comme c'est nous qui sommes au-dessus de la Banque centrale, m'a dit, on va donner une autorisation, mais s'il vous plaît, il faut faire ça dans la zone UOA. Parce que là, le transfert est libre. Pas te mettre à l'étranger, ce n'est pas possible. Les Américains disent non, nous, on ne peut pas faire un produit juste. Alors, le patron du ministère m'a dit, on va te permettre de le faire, mais il ne faut pas faire de la publicité. C'est-à-dire, si tu fais la publicité partout que le ministre voit ça, il va se plaindre. Ce n'est pas possible. Mais je me suis entêté, j'ai signé à la Poste, parce que la Poste faisait le mandat à l'époque, et j'ai dit à la Poste, voilà un produit qui peut vous aider. Voilà comment le produit a commencé. Pour l'histoire que vous rapporte, voilà comment ça a commencé. J'étais la seule société à avoir une autorisation pour faire le transfert. Parce que pour faire du transfert, il faut une banque. Mais comme j'étais une structure privée, on m'a donné un agrément spécial. SNC était la seule structure à faire ça. Et puis après, comme je n'avais pas de réseau, je n'avais pas les moyens, je suis allé me greffer à la Poste. Après, je me suis greffé à la banque. Mais comme à l'époque, je n'étais pas un homme d'affaires véreux, je n'ai pas eu d'avocat avec moi, et finalement, les banques ont récupéré. Western Union m'a dit, c'est vrai, tu as introduit le produit, on ne peut pas te laisser comme ça, parce que nous, on va avoir des concurrents qui vont venir demain. Donc, si tu veux, on va donner ça aux banques. Mais ce que la banque va faire, là, tu vas toucher une commission dessus. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Donc, même si je voulais prendre l'exclusivité, je ne pouvais pas le faire. Parce que je n'avais pas les moyens. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et puis, bon, de fil en aiguille, toutes les banques le font, et puis voilà comment ça s'est servi. Alors, si on continue à casser les prix, on casse les prix, on casse les prix. Si on ne réduit pas le marché, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Le parade de compris là. C'est parce qu'il n'y a pas de régulateur. Oui, alors, on va continuer comme ça. On va réguler le marché ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne pense pas que ça puisse tenir dans le panel. On aura l'occasion d'en reparler. On aura la chance, en fait, avec les autres panels d'en discuter. Et surtout, on se donne rendez-vous aussi demain pour la session sur le guide pour les startups et tout ce que vous devez savoir. Merci vraiment pour vos intéressantes idées, vos échanges et suggestions. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines sessions. Merci aussi à toute l'audience et tous les participants. Je vous remercie. Rémi Toine vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Demain, non, merci. Merci. Allez, on quitte.